Propose de recevoir une femme extraordinaire. Elle s'appelle Natalia Kosmina. Elle est chercheuse à l'INRIA à Rennes. Une chercheuse au pouvoir surprenant. Vous allez le voir, on la reçoit tout de suite en compagnie de Stéphane Gramont. Bonjour Stéphane. Je pensais que c'était moi l'homme extraordinaire. Mais oui, vous êtes J'étais aussi extrêmement déçu, mais je suis aussi content que ça tombe sur vous, Natalia. Bonjour Stéphane, l'homme extraordinaire. Bonjour. Vous êtes l'homme extraordinaire de France 3 Bretagne, puisque vous êtes notre spécialiste numérique. Voilà, de l'immatériel. Est-ce que vous croyez, en parlant d'immatériel, aux forces de l'esprit, Laurence? Moi j'y crois, oui. Et Pierre, les forces de l'esprit? Ouais, je lui crois plutôt, ouais. Bah, vous avez peut-être raison, en tout cas, d'autant plus que lorsqu'elles sont aidées par la science. Et c'est ce que vous prouvez, Natalia, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse en informatique, en robotique. Vous êtes à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et robotique. En gros, on y parle beaucoup d'intelligence artificielle et de robots. Et on va tout de suite découvrir dans un reportage ce que vous faites, parce qu'elle ne fait ni plus ni moins que déplacer des objets par la pensée. Rien que ça. La force est avec elle. Quand Natalia fixe le petit robot, il se met soudain à avancer ou reculer. Mais cela n'a rien à voir avec la magie Jedi. Si la jeune femme est fan de Star Wars, elle est surtout docteur en informatique, spécialiste de l'interface cerveau-ordinateur. Quand on pense, des zones de notre cerveau s'activent. Sur le casque de Natalia, 14 électrodes détectent ce qui se passe et envoient les informations à son ordinateur. L'ordinateur va enregistrer votre imagination, c'est-à-dire des signaux que votre cerveau produit en temps réel. Et après, on va essayer d'analyser votre activité électrique. L'ordinateur enregistre les signaux du cerveau de Natalia quand elle pense au gentil maître Yoda, puis quand elle songe aux affreux soldats de Dark Vador. Pour chaque pensée, elle attribue un mouvement et le petit robot part à gauche ou à droite. La chose paraît presque facile, si l'on accepte les milliers d'heures de programmation informatique, de recherche sur la neurologie et la complexité de notre imagination, car nous pensons tous différemment. Nous Waouh. pensons tous différemment. C'est bluffant, hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas juste mettre un casque que vous venez de voir dans le reportage et dire « Ah, Stéphane, maintenant, il pense à son café qu'il n'a pas fini, là, tout à l'heure. » Non, c'est pas possible ni avec mon système, ni avec n'importe quel autre système dans le monde. Il faut pré-entraîner le système à détecter ce que vous imaginez. C'est-à-dire, on va vous d'abord entraîner à imaginer des objets ou des mouvements. Et après, on va essayer à contrôler des robots, comme vous venez de voir. Donc là, on a vu BB-8, le petit robot de Star Wars, mais vous avez piloté un drone quand même par la pensée. Oui, mais il y a aussi un pilotage du drone, donc vous pouvez imaginer un mouvement de la main gauche pour le faire tourner à gauche, un mouvement de la main droite pour le faire tourner à droite. Mais tout ça, c'est juste des applications plutôt ludiques, parce qu'on peut remplacer un BB-8 par un drone par une cafetière. Peu importe quel objet connecté, on peut toujours envoyer des commandes. Il s'agit juste plutôt pour montrer cette application, cette technologie, en quoi on sont déjà aujourd'hui capables ou pas capables. Alors justement, on pense à quelles applications, dans quel domaine vous allez pouvoir finalement faire progresser Pendant ma thèse à Grenoble, j'ai travaillé sur l'expérience avec des personnes à mobilité réduite, à handicap moteur, dont l'expérience a eu lieu dans une maison intelligente. C'est une maison connectée, dont tous les objets sont connectés. Et là-bas, les gens ont dû imaginer une cafetière justement pour l'allumer, une micro-ondes pour l'allumer, des portes pour les ouvrir, etc. C'est-à-dire là, il s'agit plutôt d'une vraie application qu'on peut avoir dans la vraie vie. Mais bien sûr, ce n'est pas une limite. Donc là, c'était un peu prototype, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il faut qu'on ait quand même clair, c'est pas de la magie noire, c'est pas de la science-fiction, mais on peut pas aller dans les pensées et on n'a pas un signal parfait. Ce que vous venez de voir, on a plutôt le résultat de classification qui est à peu près de 70%, c'est-à-dire dans un tiers des cas, le système va commettre des erreurs. Il faut les accepter parce qu'il s'agit des systèmes non invasifs, des systèmes sur lesquels je travaille. Donc, on met justement un casque sur l'écran, on a des cheveux, on a la peau, on n'a pas un signal direct avec le cerveau. Mais les technologies se développent, on a des implantes
surtout aux États-Unis. C'est quelque chose qui est très, très développé en ce moment. Et bien sûr, on travaille sur la partie de traitement des signaux pour avoir des meilleurs algorithmes, sur la partie des capteurs pour avoir des meilleurs capteurs, et après sur la partie application pour avoir justement des applications à proposer aux gens une fois la technologie va avancer. Alors, vous avez un parcours quand même assez étonnant. Vous êtes originaire d'Ukraine. Oui, c'est ça. Vous aviez un parcours scolaire plutôt brillant. Et puis, à Bac+4, vous êtes dit, bah, tiens, je vais aller faire continuer mes études en France, sauf que vous ne parliez pas français. Oui, c'est ça. En 2010, j'ai Bac+4 en Ukraine et j'ai postulé pour avoir une bourse du gouvernement français. C'est des bourses qui existent pour chaque ambassade en France, pour chaque pays, plus ou moins. Il y en a juste une dizaine. Hein. je Ouais, tiens à préciser. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque, maintenant je ne sais pas, mais à l'époque je pense qu'il y avait dizaines justement. Et j'ai postulé pour une bourse pour faire mes études supérieures du master à Grenoble, parce que c'était un berceau d'intelligence artificielle dont j'ai entendu parler beaucoup. Et j'ai eu cette bourse pour poursuivre mes études à l'Université Joseph Fourier, maintenant ça s'appelle Grenoble-Alpes, Université Grenoble-Alpes. Et c'est là où j'avais appris le français et c'est surtout là où j'ai commencé à travailler sur ce projet. D'accord. Et vous avez appris le français En même temps, j'avais appris le français en même temps. Rapidement, avec le résultat qu'on voilà. peut voir. Et quel parcours, parce que vous avez obtenu quelques distinctions. L'année dernière, vous avez obtenu le prix de la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes dans la recherche, les jeunes femmes, je crois. Les jeunes femmes, oui. Et puis, tout récemment, le MIT vous a reconnu comme l'une des 10 innovatrices les plus prometteuses de moins de 30 ans en France. C'est innovateur, c'est Innovateur. des hommes et des femmes. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est important qu'on ait besoin de prix pour distinguer les femmes dans la recherche? Elles ne sont pas si installées que cela? Malheureusement, je trouve que c'est très important d'avoir ce genre de prix. Je peux vous dire pourquoi. Hein. En 2015-2016, il y avait un rapport qui est sorti dans l'Union européenne que 67% des Européennes qui sont diplômées considèrent que le métier d'un chercheur n'est pas fait pour les femmes. Si les femmes ne peuvent pas avoir assez des connaissances pour prendre ce type de métier. Imaginez, 67%. Et concrètement, vous l'avez déjà ressenti, vous le ressentez au quotidien? Malheureusement, il faut que je dise oui, je le ressens. De temps en temps, il y a deux remarques, pas avec des collègues, mais comme ça, à la rue, ou pendant le moment quand je fais des démonstrations au grand public. De temps en temps, il y a quelqu'un qui peut venir me dire « Ah, mais c'est qui a développé le projet ?» En cherchant, j'imagine un homme. Une fois, on m'a pris pour une présentatrice. J'ai rien contre les présentatrices, mais il faut après dire c'est quand même moi qui est l'auteur du projet. Malheureusement... Donc, femme et jeune. Ça se voit plutôt mal. Malheureusement, c'est pour ça je suis surtout très fière du prix de l'Oréal et UNESCO que j'ai obtenu, parce que ça permet justement de faire des interventions dans les classes d'après les jeunes enfants au lycée, au collège, pas uniquement en terminale scientifique, hein, pour promouvoir la science, même si après ils découvrent le métier, ils ne vont pas envisager poursuivre ce chemin. Au moins, il faut voir ce qui existe, qu'on peut faire des trucs qui sont quand même plutôt cool, comme le contrôle des objets par la pensée, que derrière il y a la science, derrière il y a des vrais métiers. Et moi, je trouve que c'est très important. Alors, juste pour finir, on avait évoqué aussi une autre personne qui avait été l'année dernière parmi les personnes innovateurs les plus prometteurs de moins de 30 ans. Vous vous rappelez qui c'était? Pas là, C'était Nicolas Huchet et Dionico Hand qui a ouvert la saison de mes chroniques et vous la clôturez, donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exactement. Et bravo Natalia pour votre parcours, on ne peut plus étonnant.